Le 7 mai 1954, après 57 jours de combat, les troupes françaises déposent les armes à Dien Bien Phu. Cette défaite marque le dernier chapitre d'une guerre souvent oubliée, la guerre d'Indochine. Entre 1946 et 1954, la France s'est battue avec le soutien des États-Unis contre les indépendantistes communistes du Viet Minh pour tenter de reprendre le contrôle sur sa plus riche colonie. Longtemps occultée par la guerre d'Algérie, la sale guerre, comme certains l'ont surnommée à l'époque, a pourtant eu un impact immense, aussi bien pour la France, pour le Vietnam évidemment, mais aussi pour le monde entier, puisqu'il s'agit du premier grand conflit de la guerre froide. Aujourd'hui, je vous raconte comment la France a perdu la guerre d'Indochine, et pourquoi est-ce qu'elle était en fait sans doute déjà perdue avant même d'avoir commencé. Mais avant de continuer, vous allez le voir encore une fois, il y a de superbes cartes dans cette vidéo et aussi de très belles archives d'époque. Mais ça, vous le savez peut-être pas, tout ça, ça coûte très cher. C'est pourquoi, si j'ai pas envie de perdre plusieurs milliers d'euros à chaque vidéo, j'ai besoin d'un sponsor. Et aujourd'hui, c'est le retour d'un habitué sur la chaîne, puisque c'est Odoo qui est partenaire de cet épisode. Odoo, c'est un logiciel de gestion pour les entrepreneurs. Son but est simple, vous simplifier la vie dans tout ce qu'on pourrait qualifier de relou dans la gestion d'une entreprise. La facturation, la comptabilité, la gestion de projet, les inventaires ou encore la création d'un site web. Le tout centralisé sur le même logiciel. Créez en quelques clics votre site web. Il vous suffit de glisser-déposer des blocs que vous pouvez ensuite personnaliser très facilement. Modifier le texte, sa typographie et ajouter des images que vous pouvez animer. En quelques minutes, vous aurez un site internet pour votre entreprise adapté à tous les supports. Chez Odoo, la première application est gratuite à vie, avec le support et l'hébergement en illimité. En plus de ça, il vous offre un nom de domaine personnalisé gratuit pendant 1 an, et c'est seulement lorsque vous passerez à 2 applications que vous basculerez sur le plan payant. Merci à Odoo pour son soutien, et bonne vidéo. L'histoire de l'Indochine française remonte à la fin du 19e siècle, lorsque les Français ont colonisé cette région d'Asie du Sud-Est. Elle est divisée entre les protectorats du Laos, du Cambodge et le Vietnam, alors divisée en 3 grandes provinces, le Tonkin, l'Annam et une colonie au sud, la Cochinchine. Rapidement, ce territoire devient le plus riche et le plus peuplé de tout l'empire colonial français, en fournissant des ressources à la métropole comme les minerais, du caoutchouc et du riz. Mais si cette colonie fait la richesse de la France et le bonheur des colons qui y vivent, ce n'est pas vraiment la même chose pour la plupart des 20 millions d'Indochinois qui servent de main-d'œuvre. Dans les années 20, de premiers mouvements indépendantistes vont apparaître, dont certains sont proches des idées marxistes, qui sont en pleine expansion à l'époque. Au sein de ce mouvement, on trouve cet homme, né dans le centre du Vietnam en 1890, sous le nom de Nguyen Sinh Quang. Il changera d'identité plusieurs fois pour échapper à la police, avant d'adopter le nom sous lequel il deviendra célèbre, Ho Chi Minh. Ce militant marxiste et anticolonialiste voyage beaucoup dans sa jeunesse. Il est formé politiquement entre la France, où il fréquente les socialistes de la SFIO puis les communistes du PCF, l'Union soviétique, où il sera formé à mener une révolution, puis enfin la Chine, d'où il fonde, depuis Hong Kong, le Parti communiste vietnamien en 1930. C'est la Seconde Guerre mondiale qui va lui donner l'occasion de se révéler et de mener son combat contre la domination française. Après la débâcle de l'armée française et la capitulation du 20 juin 1940, le Japon impérial en profite pour envahir l'Indochine, dont les autorités sont désormais aux ordres du régime de Vichy. C'est le chaos engendré par la guerre qui va permettre aux communistes d'Ho Chi Minh de passer à l'action. Le 19 mai 1941, il fonde la Ligue pour l'indépendance du Vietnam, qui se fera surtout connaître sous le nom de Viet Minh. C'est le début de plusieurs années de guérilla. Le Viet Minh est armé en partie par les Américains pour lutter contre les Français collaborationnistes et surtout les Japonais. En mai 1945, alors qu'en Europe le Troisième Reich capitule et que le Japon sait que la guerre est déjà perdue, l'armée japonaise s'empare de l'ensemble de l'Indochine. Elle renverse les autorités vichistes et provoque un immense chaos dans la région en encourageant les peuples colonisés du Laos, du Cambodge et du Vietnam à déclarer leur indépendance. En gros, oui, on a perdu la guerre, mais avant de partir, on va vous laisser un petit cadeau. Une fois les autorités françaises chassées et les Japonais vaincus, Ho Chi Minh en profite pour proclamer l'indépendance du Vietnam depuis Hanoï le 2 septembre 1945.
soit le jour même de la capitulation du Japon. Bon, là ça craint un peu pour la France, et surtout pour les colons sur place, qui commencent à subir la vengeance des colonisés. Pourtant, la France ne va pas réagir de suite. Pour rappel, on est en septembre 1945, et le pays se remet tout juste de 4 ans d'occupation et d'une guerre qui vient de ravager son territoire. Alors, difficile de gérer une crise qui a lieu à 10 000 km de Paris. Mais pour le gouvernement provisoire du général de Gaulle, impossible de risquer de perdre l'Indochine, puisqu'elle lui permet de conserver son statut de puissance. Pour reprendre l'Indochine, de Gaulle envoie donc un héros de la libération, le général Leclerc. À la tête du corps expéditionnaire français en Extrême-Orient, créé à l'origine pour repousser les Japonais hors d'Indochine, Leclerc et ses hommes se retrouvent finalement à combattre les indépendantistes Viet Minh. La France reconquiert peu à peu sa suzeraineté abandonnée par un gouvernement traître. Mais des éléments de trouble bouillonnent encore à travers le pays. Et les unités du général Leclerc sont parfois retardées dans leur marche à l'intérieur par des groupes qui coupent les routes, font sauter les ponts et détruisent ce qu'a apporté en 80 ans la civilisation française. Après de violents combats, les hommes de Leclerc réussissent à ramener l'ordre et reprennent Hanoï sans pour autant réussir à vaincre Ho Chi Minh. Les Français ont fait dans Hanoï une entrée solennelle. Un enthousiasme chaleureux a accueilli les Français. Et le général Leclerc, au volant de sa Jeep, a été l'objet d'une ovation inoubliable. C'est le début de premières négociations. Ho Chi Minh rencontre Leclerc avant de partir pour la France, où se tient une conférence pour la paix au château de Fontainebleau. Mais sans surprise, personne n'arrive à se mettre d'accord. Alors la conférence de Fontainebleau se solde par un échec. Alors Ho Chi Minh rentre au Vietnam, et en novembre 1946, à la suite d'altercations, la marine française bombarde le port de Haiphong au nord du pays, tuant plusieurs milliers de civils. C'est ce que les Français vont appeler l'incident d'Haiphong. Après ça, Ho Chi Minh appelle tous les Vietnamiens à reprendre les armes et à prendre d'assaut Hanoï. C'est le début de la guerre d'Indochine. Après de sanglants combats, et malgré l'échec du Viet Minh de s'emparer d'Hanoï, les Français, trop peu nombreux et mal ravitaillés, n'ont pas les moyens de poursuivre l'ennemi qui part trouver refuge dans la jungle. L'enjeu est alors avant tout de contrôler des points stratégiques, des villes, des ports, des villages ou encore des routes pour tenter de reformer un pays fonctionnel. Mais assez vite, ce qui est au début perçu comme une simple guerre coloniale, la guerre d'Indochine s'inscrit rapidement dans un tout autre contexte, celui de la guerre froide. Pourtant, dès le départ, les revendications d'Ho Chi Minh et du Viet Minh sont assez claires. En dehors de s'affranchir du colonisateur français, son but ultime à Ho Chi Minh, c'est de réunir le Tonkin, l'Annam et la Cochinchine pour ne former qu'un seul pays, qu'un seul Vietnam, qui serait alors un État communiste. Dès le départ, le Viet Minh est d'ailleurs largement soutenu par Staline. Mais ce sont deux événements qui vont achever d'inscrire la guerre d'Indochine dans la confrontation entre les deux blocs. Le 1er octobre 1949, à Pékin, un certain Mao Tse-tung proclame la République populaire de Chine, qui va désormais elle aussi soutenir le Viet Minh en plus de l'URSS. Et l'année suivante, en juin 1950, éclate la guerre de Corée entre la Corée du Sud et le Nord communiste. Dans ce contexte d'une inquiétante expansion du communisme en Asie, les États-Unis se décident donc à intervenir dans la guerre d'Indochine. Le président Truman mène à ce moment une politique dite de containment, qu'on pourrait traduire par d'endiguement, et qui vise à stopper l'expansion du communisme dans le monde. Les Américains vont pour ça déployer de gros moyens pour soutenir la France, pour leur envoyer de l'argent, des armes et du matériel. Une aide qui, on va le voir, ne va cesser de s'accroître au fil de la guerre. En plus d'être une guerre de décolonisation, la guerre d'Indochine est donc une guerre assez classique de la guerre froide, avec un camp soutenu par les États-Unis et un autre soutenu par le bloc communiste. Mais malgré l'aide américaine, la guérilla menée par le Viet Minh provoque l'enlisement de l'armée française. Même si elle a la supériorité technologique, elle n'arrive plus à avancer au milieu de la jungle et des rizières. La situation est donc figée, c'est pourquoi la France, qui n'a plus trop le choix, se décide à faire quelques concessions aux Indochinois. L'empire colonial français, renommé depuis 1946 en Union française, offre au pays qui constitue l'Indochine le statut d'État associé, une sorte de semi-indépendance.
Ainsi est créé l'État du Vietnam, un pays autonome qui reste sous tutelle française. Il a sa propre armée mais qui reste supervisée par la France pour combattre les communistes Viet Minh. Car oui, la guerre d'Indochine est aussi une guerre civile. Pour diriger le pays, la France fait revenir d'exil un certain Bao Dai, l'ancien empereur du Vietnam qui avait abdiqué en 1945. Les Français pensent qu'il sera capable de réunir le peuple vietnamien sous une même bannière. Or, ils se trompent lourdement. Le souci, c'est qu'en fait, il n'est pas si apprécié que ça par les Vietnamiens. Pour eux, c'est surtout un gars ultra corrompu qui a été placé là par les Français. En plus de ça, il n'est pas très charismatique, ni très compétent non plus. En clair, cette idée, c'est clairement un échec. Sur le front, Ho Chi Minh et le gros de ses forces sont basés dans le nord du pays, cachés dans la jungle au plus près de son allié chinois. Mais ils ont aussi des soutiens dans tout le Vietnam, majoritairement dans les campagnes, où les paysans rejoignent en nombre les rangs du parti, pendant que les Français tiennent eux les grandes villes comme Saigon, Hue ou Hanoï. On est maintenant en 1950, et la guerre commence à s'éterniser. Les embuscades à répétition épuisent les Français qui subissent parfois de lourdes pertes, comme lors de la bataille de la route coloniale numéro 4. Sur cette route qui longe la frontière avec la Chine, les soldats français sont attaqués par surprise le 30 septembre 1950. 4000 hommes sont tués et le reste est obligé d'abandonner cette route stratégique, laissant aux Viet Minh le contrôle du nord et surtout des voies de ravitaillement entre la Chine et le Vietnam. Du coup, entre 1950 et 1953, le Viet Minh se renforce considérablement, grâce au ravitaillement, à l'équipement et aux formateurs chinois et soviétiques qui leur sont envoyés, mais aussi aux tactiques de guérilla qui leur sont enseignées dans des camps d'entraînement mis à disposition par Mao de l'autre côté de la frontière chinoise. Les combats sont donc très difficiles pour les Français, et pour couronner le tout, au pays, la guerre n'est pas du tout populaire. Et oui, la France se relève toujours de la guerre, et depuis la démission du général de Gaulle, la situation politique est plus qu'instable. Les gouvernements de la 4ème République se succèdent les uns après les autres. Pour vous donner une idée, 5 mois, c'est la durée moyenne pour un gouvernement entre 1950 et 1954. Et dans un pays où le Parti communiste constitue encore l'une des principales forces politiques, le PCF milite activement contre la guerre. Il y a des manifestations contre ce qu'ils appellent la sale guerre, et les dockers dans les ports ou encore les cheminots se mettent en grève pour empêcher le départ d'armes vers l'Indochine. Et ça, sans parler des nombreuses révélations qui vont avoir lieu tout au long de la guerre et qui vont choquer l'opinion publique. L'existence de massacres, l'usage de la torture, mais aussi la corruption de l'administration coloniale ou encore une sale histoire de trafic d'opium au sein de l'armée. Bref, des trucs pas vraiment classe. Bon, clairement, ça commence à sentir mauvais, cette histoire. Alors pour tenter une nouvelle fois de redresser la situation, après le général Leclerc, la France envoie en 1951 un autre héros de la libération, le général Jean de Lattre de Tassigny. Et ça va fonctionner. En quelques mois, celui que l'on surnomme le roi Jean réorganise totalement l'armée française en Indochine. Il achève la mise en place d'une armée vietnamienne fidèle à la France, il fait échouer une offensive Viet Minh contre Hanoï et reprend même du terrain dans le Tonkin. Il va jusqu'aux États-Unis pour négocier une nouvelle aide. Désormais, 40% de la guerre sera financée par les Américains. Un chiffre qui augmentera encore avec l'arrivée du président Eisenhower. En fait, la majorité de la guerre sera financée par les Américains. C'est aussi sous de Lattre que les Français reçoivent de la part des Américains une arme qui va terroriser le Vietnam pendant les 30 prochaines années, le napalm. Mais alors que la France voyait en de Lattre celui qui, comme si un miracle était encore possible, pouvait régler la situation en Indochine à lui tout seul, c'est la désillusion. Après avoir eu à vivre la mort de Bernard, son fils unique, lui aussi militaire, tué au combat en Indochine, on lui diagnostique peu après un cancer, qui l'oblige à rentrer en métropole, où il meurt le 11 janvier 1952. On est maintenant en 1953, et après 8 ans d'une guerre qui ne semble pas près d'en finir, les Français se mettent en tête d'organiser une bataille décisive, dont la victoire conduirait à la fin du conflit. En clair, on sait déjà à ce moment-là que la France va devoir tôt ou tard quitter l'Indochine, mais la question, c'est dans quelles conditions ? L'idéal pour la France est d'accorder l'indépendance au pays de l'ex-Indochine, à condition de rester d'une manière ou d'une autre lié à la France,
Et pour ça, il faut à tout prix empêcher Ho Chi Minh d'imposer un régime communiste au Vietnam. Le but est donc de trouver une porte de sortie au conflit sans déshonorer la France. Et cette bataille que veulent les Français, elle va bien avoir lieu. Et elle va bien conduire à la fin du conflit. Mais pas de la manière dont les Français l'espéraient. En 1953, le Viet Minh est désormais solidement installé dans le nord du Tonkin. Il contrôle désormais l'ensemble de la frontière sino-vietnamienne, d'où il reçoit du matériel moderne. Avec l'aide de conseillers chinois et soviétiques, Ho Chi Minh se dote d'une véritable armée capable de mener de vraies batailles. Le conflit commence même à s'étendre en dehors du Vietnam. En avril 1953, le camp français de Muong Khoa, situé au Laos, est presque anéanti. Il devient donc urgent de trouver un moyen pour mettre fin à la guerre le plus rapidement possible, en obligeant Ho Chi Minh à s'asseoir à la table des négociations, pour négocier une paix conforme à la volonté française, pour pouvoir quitter l'Indochine la tête haute. Pour tout organiser, la France nomme le général Henri Navarre, qui prend le commandement des opérations en Indochine au mois de mai. L'endroit choisi est une cuvette située à moins de 300 km d'Hanoï, près de la frontière avec le Laos, non loin d'un village dont le nom va entrer dans l'histoire, Dien Bien Phu. Pour s'en emparer, les Français lancent le 20 novembre l'opération Castor. C'est la plus grande opération aéroportée de la guerre. 4500 parachutistes se jettent sur Dien Bien Phu. Castor s'amorce par le parachutage d'un groupement à Dien Bien Phu. Dès l'arrivée au sol, les premières sections sont accrochées sérieusement par les troupes Viet Minh, surprises de cet assaut. Les armes automatiques, canons sans recul, mortiers, entrent immédiatement en action. Le Viet Minh se retire précipitamment vers les collines boisées. Il a réussi à repousser les quelques garnisons Viet Minh sur place et prennent position dans la cuvette. Un vaste terrain plat où se trouve une ancienne piste d'aviation construite par les Japonais, entourée de reliefs montagneux recouverts par la jungle. Situé en plein territoire Viet Minh, le seul moyen d'acheminer le nécessaire pour construire le camp est par les airs. La piste est donc remise en état et un immense pont aérien est mis en place entre Hanoï et Dien Bien Phu. L'artillerie et les chars arrivent démontés et les baraquements en pièces détachées. À Dien Bien Phu, 12 000 hommes sont stationnés. Dans le camp fortifié surnommé le Hérisson, 17 nationalités sont représentées. Des Français, mais surtout des étrangers. Des Vietnamiens, les hommes de la Légion étrangère et les troupes coloniales, issus du Maghreb et d'Afrique subsaharienne. Tout autour du camp se construisent des fortifications sur les collines qui parsèment la cuvette, que les Français baptisent avec des noms féminins. Gabrielle, Béatrice, Anne-Marie, Dominique, Huguette, Françoise, Claudine, Eliane et Isabelle. Cette incroyable logistique permet en quelques semaines de transformer le camp en une véritable forteresse. Début 1954, tout semble prêt pour la bataille que les Français espèrent décisive. Elle est d'autant plus importante que dans quelques semaines doit se tenir en Suisse, à Genève, une conférence pour discuter de la fin de la guerre de Corée et d'Indochine. Une victoire à Dien Bien Phu permettrait donc à la France de s'y présenter en vainqueur. Mais pendant ce temps en Indochine, le Viet Minh se prépare lui aussi. Commandé par le général Vo Nguyen Giap, cet ancien professeur d'histoire passionné de Napoléon est l'un des plus fidèles compagnons d'Ho Chi Minh, qui a été à ses côtés dans tous les combats depuis 1941. Cet autodidacte, qui n'est jamais passé par aucune académie militaire, ordonne à ses troupes d'abandonner leur position et de se ruer sur Dien Bien Phu pour encercler le camp français. Le plan de Navarre semble fonctionner. Désormais solidement retranchées, les troupes françaises, commandées par le colonel de Castres, n'ont plus qu'à attirer l'ennemi pour qu'il se brise sur ses défenses. Dans les mois qui suivent, ils lancent des incursions en territoire Viet Minh pour tenter de les attirer vers le camp pour déclencher une bataille rangée que les Français maîtrisent. Un plan simple et efficace, mais vous savez déjà qu'il va totalement échouer. Les Français vont commettre plusieurs suites d'erreurs qui vont leur coûter très cher, à commencer par celle-ci. Vous l'avez sans doute remarqué, mais les Français n'ont pas pris position sur les hauteurs, contrairement aux hommes de Giap qui désormais encerclent le camp. Pourtant, prendre position en hauteur aurait pu leur donner l'avantage.
Mais les Français ont laissé le Viet Minh s'installer sur les montagnes qui encerclent la cuvette. Pourquoi ? Parce que l'état-major français pense que les hauteurs sont impossibles d'accès à cause de la végétation. Sauf que c'était mal connaître la détermination de Giap. Car pendant les semaines qui ont précédé la bataille, des milliers de Vietnamiens ont été mobilisés, de gré ou de force, pour creuser des routes et acheminer du matériel à travers la jungle pour le placer sur les hauteurs. La propagande vietnamienne a longtemps vanté ces hommes qui, à l'aide de simples vélos, de mulets ou juste à la force de leurs bras, ont hissé des batteries d'artillerie jusqu'au sommet des hauteurs de Dien Bien Phu. En réalité, la plupart ont été acheminés via des camions fournis par les soviétiques. Mais cela n'enlève rien à l'ingéniosité et à l'audace du général Giap, qui réussit une chose que les Français pensaient impossible. Car elle est là, sans doute, la plus grande erreur des Français. L'orgueil. Depuis des mois, malgré les informations fournies par les services de renseignement français, Navarre sous-estime les moyens humains et matériels du Viet Minh. Trop confiant envers son camp retranché et surtout sa contre-batterie, qui selon lui suffira à faire taire les canons ennemis. Sauf que le Viet Minh, ce n'est plus la petite guérilla communiste mal équipée de 1946. Avec l'aide des Chinois et des Soviétiques, il est devenu une véritable armée, l'armée populaire vietnamienne. Et ça, les Français ne semblent pas en être conscients. Malheureusement pour eux, ils vont le payer très cher. « 13 mars 1954. Depuis plusieurs semaines, la tension monte et les escarmouches se multiplient. Depuis 3 mois maintenant, les Français attendent. Les renseignements français prédisent la grande attaque Viet Minh ce jour du 13 mars à 17h. Et... ils voient juste. À 17h15, l'artillerie Viet Minh ouvre le feu et déclenche l'enfer. Béatrice, le camp le plus avancé de Dien Bien Phu, est pulvérisé avec ses hommes en quelques minutes. Bien que prévu, la puissance de feu déployée par le Viet Minh prend les Français par surprise. 40 000 Vietnamiens se jettent sur le camp français tenu par 12 000 hommes, sur lequel s'abattent en quelques heures des milliers d'obus. La contre-batterie française, censée bombarder l'artillerie Viet Minh, échoue totalement, car les canons de Giap ont été soigneusement cachés dans des casemates au milieu de la jungle, ce qui les rend indétectables pour les Français. Rongé par le déshonneur, le colonel Pirot, responsable de l'artillerie française, se suicide avec une grenade au bout de 2 jours de combat. De Dien Bien Phu, la cuvette encerclée du pays Thaï, viennent d'arriver ces images, prises à quelques heures de l'assaut général du Viet Minh par 2 reporters qui devaient être blessés au cours de l'engagement. Le général Giap y a engagé 40 000 hommes et toute son artillerie afin de remporter un succès important avant l'ouverture de la conférence de Genève. Jusqu'à la fin du mois de mars, les canons Viet Minh concentrent leurs tirs sur les canons français qui protègent l'aéroport. Assaut après assaut, bombardement après bombardement, les défenses françaises tombent les unes à la suite des autres, ce qui permet à l'artillerie Viet Minh de frapper le cœur du camp et de détruire la piste d'atterrissage. À partir du 27 mars, les avions ne peuvent plus s'y poser au risque de s'écraser. Les Français sont maintenant coupés du monde. La situation est plus que critique. La seule aide extérieure qui parvient à Dien Bien Phu arrive par les airs. Mais le mauvais temps, la brume, l'épaisseur de la jungle et la DCA fournie par la Chine rendent les bombardements difficiles. Les avions de l'aéronaval qui décollent depuis le porte-avions Arromanches se retrouvent la plupart du temps à larguer leur napalm où ils peuvent sans pouvoir viser. La distance qu'ils doivent parcourir avant d'arriver au-dessus du champ de bataille les empêche aussi d'emporter trop de munitions. C'est pourquoi l'aviation française ne parviendra jamais à couper les lignes de ravitaillement du Viet Minh. Les avions chargés de ravitailler le camp en vivres et en munitions sont eux aussi obligés de larguer leur cargaison à l'aveugle, qui pour la plupart tombent dans le camp Viet Minh. À ce stade, il faudrait un miracle pour sauver le camp. Le général de Castres espère alors une aide américaine directe pour bombarder l'artillerie Viet Minh. Le chef d'état-major français Paul Ely est même envoyé à la Maison-Blanche pour réclamer l'intervention de l'aviation américaine. Mais le français tombe mal. La guerre de Corée, qui vient de coûter la vie à plus de 30 000 Américains, vient tout juste de s'achever.
et l'opinion publique américaine n'a pas tellement envie de se relancer dans une autre guerre interminable en Asie. Alors, suite à un autre refus, celui-là venant des Britanniques, qui refusent de s'impliquer en Indochine pour ne pas froisser leurs relations avec l'URSS, et par peur que cela n'entraîne un conflit direct avec la Chine, les Américains abandonnent les Français au dernier moment. Aucun Américain ne sera envoyé au Vietnam. Pour le moment. En parallèle, au lieu d'envoyer des renforts sur Dien Bien Phu, Navarre préfère les envoyer en Annam, au centre du Vietnam, car pour lui, il faut d'abord sécuriser le centre avant de tenter de reprendre le nord. Pour lui, la France peut se permettre de perdre Dien Bien Phu. Dans la cuvette, alors que leur défense recule de jour en jour, De Castres et ses hommes sont définitivement seuls. Mais au milieu du chaos, certaines personnes s'illustrent, comme Geneviève de Gallard, une convoyeuse de l'air, dont l'avion, chargé de rapatrier les blessés, avait été touché et n'avait pas pu redécoller. Coincée, elle se convertit en infirmière et aide du mieux que possible au sein d'un hôpital militaire débordé. Une aide précieuse, notamment pour le moral des blessés, ce qui lui vaudra le surnom de l'ange de Dien Bien Phu. Les hommes encore en état de se battre combattent sans relâche, de jour comme de nuit. Des groupes de 5 à 10 soldats tiennent leur position, souvent encerclés et affamés pendant parfois une semaine entière. Alors que la bataille est déjà perdue, Français comme Viet Minh sacrifient leurs hommes dans des assauts coûteux. À Hanoï, des volontaires qui parfois n'ont jamais sauté acceptent d'être parachutés sur Dien Bien Phu. Mais plus rien ne peut sauver le camp qui s'effondre totalement. Le 1er mai, l'assaut final est lancé. Pendant 7 jours, les derniers Français encore debout tiennent leur position qui tombent les unes après les autres. Le 7 mai, De Castres ordonne le cessez-le-feu. Après 57 jours de combat, Dien Bien Phu est tombé. Au total, la bataille a fait 8000 morts et 15 000 blessés côté Viet Minh. En face, 2000 soldats sous drapeau français ont été tués. Les 10 000 encore restants sont faits prisonniers par Giap. Ils sont ensuite envoyés dans des camps. C'est un véritable nouvel enfer qui débute pour eux. Un tiers n'en reviendront jamais. Mais leur sort ne va pas vraiment marquer les mémoires, car à peine la bataille de Dien Bien Phu terminée, qu'une autre guerre d'indépendance va rapidement prendre le pas, celle d'Algérie, dont la guerre d'indépendance va longtemps masquer la mémoire de l'Indochine. Malgré une armée française supérieure sur le papier, la France est battue. Si cette guerre a été effectivement mal aimée et peu soutenue, ça ne suffit pas pour expliquer la défaite française. Le camp français a souffert des hésitations des différents gouvernements, d'abord occupés à relever un pays ravagé par la guerre, puis ensuite à gérer les crises successives qui ont jalonné la courte histoire de la 4ème République. La guerre d'Indochine a été aussi très impopulaire, considérée comme lointaine, trop coûteuse et pour défendre des intérêts coloniaux, chose à laquelle une grande partie de la gauche de l'époque était farouchement opposée. À noter aussi le fait que les hommes engagés dans ce conflit étaient tous des militaires professionnels et non des appelés, ce qui a accentué cette indifférence, voire une certaine animosité à l'égard des soldats d'Indochine. Sur le terrain, les officiers étaient quant à eux divisés. Le refus de négocier avec Ho Chi Minh et l'emploi systématique de la force a fini par radicaliser les Vietnamiens, qui se sont jetés dans les bras du Viet Minh, non pas par sympathie pour l'idéologie communiste, mais bien pour se libérer du colon français. L'armée française, financée et armée par les Américains et taillée pour les combats de la Deuxième Guerre mondiale, n'était pas faite pour lutter contre une guérilla. Et ça, quelques chefs, comme le général Leclerc en 1946 ou Delattre en 1951, l'avaient clairement identifié dès leur arrivée en Indochine. Ils l'avaient dit dès le départ, cette guerre ne pourra se régler que par une décision politique, et pas par les armes. Mais on ne les a pas écoutés. Vient s'ajouter à ça le contexte de guerre froide. Le Viet Minh a largement profité du soutien massif de l'URSS de Staline, puis de la Chine de Mao. Mais les Français non plus n'étaient pas seuls. Malgré une guerre financée en majeure partie par les Américains, leur refus d'intervenir directement en bombardant les positions Viet Minh a été l'une des grandes raisons de la défaite de Dien Bien Phu.
Arrivé à l'heure de la décolonisation, la guerre d'Indochine était probablement perdue d'avance. Mais une victoire à Dien Bien Phu aurait sans doute offert une issue bien différente au conflit, ce qui aurait probablement changé le cours de l'histoire pour le Vietnam, la France, mais aussi pour les États-Unis. La nouvelle de la chute de Dien Bien Phu tombe en plein pendant les négociations qui se tenaient à Genève depuis avril 1954. L'annonce de la défaite française fait immédiatement pencher la balance en faveur d'Ho Chi Minh. La France n'a plus le choix, elle doit accepter de perdre l'Indochine. Pourtant, dans les faits, Ho Chi Minh n'est vainqueur que d'un petit cheveu. À Dien Bien Phu, les pertes ont été colossales pour le Viet Minh, et le général Giap n'a de toute façon pas les moyens de pouvoir continuer le combat encore longtemps. Alors du coup, pourquoi est-ce que les Français n'en ont pas profité pour relancer les hostilités? Les Américains leur ont même proposé d'utiliser la bombe atomique, comme ils avaient failli le faire au moment de la guerre de Corée. Le souci, c'est qu'Ho Chi Minh n'est pas tout seul. Il a derrière lui la Chine, et surtout l'Union soviétique. À ce moment, le risque d'un embrasement global est bien réel. Après Dien Bien Phu, Ho Chi Minh se retrouve d'ailleurs totalement dépendant de la Chine pour négocier. Le ministre des Affaires étrangères chinois Zhou Enlai aurait même déclaré à son homologue soviétique « L'Indochine, c'est nous ». C'est d'ailleurs lui qui est envoyé à Genève pour négocier le traité de paix avec la France, représenté par Pierre Mendès France, pas Ho Chi Minh. Après de longues tergiversations, les accords de Genève sont finalement signés le 21 juillet 1954. L'Indochine disparaît. Le Laos et le Cambodge obtiennent leur indépendance, contre quoi le Viet Minh accepte de ne pas s'y étendre, et le Vietnam se voit coupé en deux au niveau du 17e parallèle. Le Vietnam du Nord, avec Hanoï pour capitale, devient un État communiste dirigé par Ho Chi Minh, et doit servir de barrière entre la Chine et le Sud-Vietnam, désormais soutenu par les États-Unis. Cette décision de couper le Vietnam en deux, que les Chinois concèdent aux Occidentaux pour calmer les tensions après la guerre de Corée, rend furieux Ho Chi Minh, qui, à la base, voulait unifier tout le Vietnam. Mais l'unification complète du Vietnam prendra encore quelques années. Mort en 1969, Ho Chi Minh ne sera d'ailleurs plus là pour le voir. Avec ces accords, le monde communiste gagne un nouveau membre, ce qui, sans surprise, ne plaît pas trop aux Américains. C'est pourquoi, après le départ des derniers soldats français en 1956, dès l'année suivante, des conseillers américains sont envoyés au Sud-Vietnam. Parallèlement, près de 800 000 Vietnamiens, parce qu'ils sont catholiques, liés aux Français ou jugés anticommunistes, sont expulsés vers le Sud. Le pays reste déchiré, et il ne faudra pas attendre longtemps pour que les combats reprennent, cette fois entre le Nord et le Sud. Craignant que le Sud-Vietnam ne se fasse avaler par le Nord, et que, par effet domino, le communisme ne se propage au reste de l'Asie, les États-Unis vont soutenir de plus en plus massivement le Sud-Vietnam, jusqu'à faire ce qu'ils avaient pourtant refusé aux Français à Dien Bien Phu, bombarder le Nord-Vietnam avant de déployer massivement leurs troupes, conduisant à une guerre bien plus longue et destructrice. Après la guerre française, voici venue la guerre américaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Mais avant de vous laisser, j'ai une annonce à vous faire qui me fait extrêmement plaisir. Vous l'avez peut-être constaté, mais sur cette vidéo, j'ai eu accès à tout un tas d'archives photos et vidéos de très bonne qualité pour pouvoir vous raconter au mieux la guerre d'Indochine. Et tout ça n'aurait pas été possible sans le CPAD avec qui cette vidéo était en partenariat. Le CPAD, c'est tout simplement le Centre d'archives et de production audiovisuelle du ministère des Armées. Avec plus de 100 000 heures de films et 15 millions de photos, leurs archives couvrent tous les conflits dans lesquels la France a été engagée depuis 1915 jusqu'à aujourd'hui. De la Première Guerre mondiale à l'opération Serval au Mali, en passant par la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Indochine ou celle d'Algérie. Autrement dit, une véritable mine d'or pour tout passionné d'histoire. En tant qu'institution publique, le CPAD a pour mission de conserver, numériser et de rendre leurs fonds accessibles au plus grand nombre. Que ce soit à leur médiathèque située à Ivry-sur-Seine ou sur leur site internet Image Défense, vous pouvez consulter gratuitement et passer vos commandes
parmi des milliers de photos et de vidéos disponibles. En acceptant de m'ouvrir leurs archives, on va désormais pouvoir réaliser des épisodes sur l'histoire de France, avec des images parfois peu connues et de grande qualité. Et j'ai très hâte de pouvoir vous montrer tout ça. Donc merci à eux de permettre tout ça. Pour ceux qui veulent découvrir cet immense fond d'archives, je vous ai mis un lien en description vers leur site Image Défense. Et voilà, j'espère encore une fois que cet épisode vous aura plu. J'en profite pour revenir dessus puisque j'en parle un petit peu dans la vidéo. Geneviève de Galard, la fameuse ange de Dien Bien Phu que j'aborde à un moment, eh bien elle est décédée pendant que je montais la vidéo, le 30 mai dernier, à 99 ans. Donc voilà, c'était une malheureuse coïncidence, quelques jours seulement après les commémorations du 70e anniversaire de la bataille de Dien Bien Phu, qui se sont d'ailleurs tenus pendant que moi-même j'étais au Vietnam, donc je peux vous dire qu'ils ont fait plein de trucs pour l'occasion avec des affiches de propagande un peu partout, et je vous confirme que le mythe des vélos chargés de munitions, il est toujours très présent là-bas dans tous les musées. Comme d'habitude, si vous avez découvert ma chaîne avec cette vidéo et que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça permet à la chaîne de grandir. Encore merci à vous et à la prochaine.